Bonjour à tous, merci, vous êtes très, très nombreux, plus de 1000 à vous être inscrits aujourd'hui. On va faire une présentation, interactive et dynamique. Je suis Delphine, je suis directrice associée, de Yuri and Neil. Je suis en charge, surtout des réseaux sociaux et de la formation. Betty, je te laisse la parole. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous. Donc, Betty Sfez. Je suis avocate depuis plus de 15 ans, spécialisée dans le droit des technologies avancées. Et avec l'arrivée imminente de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, les interrogations se multiplient. Eh bien, moi, je m'appelle Vincent Thyssen. J'ai le plaisir de travailler avec Delphine et Betty. Je suis directeur général associé chez Yuri and Neil et je m'occupe plus particulièrement de la partie Content Factory et IA générative, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et vous ne le voyez pas, mais il y a notre régisseur, directeur de la com, Quentin, qui est l'homme dans l'ombre. On va parler très rapidement justement de Yuri and Neil dont on a évoqué le nom avant. C'est notre agence. On est basé à Paris, mais on est partout en France et même dans le monde. On a plus de 300 clients et 100 collaborateurs. Notre ADN, c'est la performance mais l'innovation et c'est pour ça qu'on s'est intéressé très près à l'IA générative dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, le programme qu'on vous propose de partager est assez simple. Il y a 3 grandes parties. D'abord, on va vous faire un retour d'expérience en termes de cours d'apprentissage chez Yuri de l'IA. Ensuite, les enjeux juridiques identifiés et la mise en place nécessaire d'un cadre juridique pour l'utilisation en entreprise. Et comment est-ce que on accompagne toutes les équipes et tous les collaborateurs sur l'utilisation de l'IA générative chez nous. Après, on fera une conclusion avec des questions-réponses qu'on prendra à la fin. Bah, c'est quoi le sujet, Vincent? Parce qu'en fait, il y a 1000 sujets en ce moment et des webinaires partout sur comment prompter, avoir aussi de la prospective et l'innovation sur tout ce qui est IA. Nous, de quoi on va parler et surtout, c'est quoi l'angle en fait? Bah, l'angle, il est assez simple, hein, donc je vais peut-être commencer en disant ce qu'on va pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas faire une revue de presse de toutes les IA génératives du marché. On va pas faire une vision stratégique de l'IA générative à 2030, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de productivité et de courbe d'expérience et de notre retour d'expérience de l'implémentation de l'IA chez Yuri. Donc là, on a un slide qui est assez simple et lorsqu'on vous partagera la présentation, vous verrez, vous pouvez cliquer dessus, ça renvoie vers un article du Financial Times, qui est le Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil international en stratégie, a fait un test en interne en prenant 2 groupes témoins de consultants, un groupe à qui ils ont confié des tâches en utilisant GPT-4 et un groupe témoin sans utilisation d'IA, et en l'occurrence de GPT-4. Ils ont constaté un delta de productivité sur les livrables de 40%. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler de productivité, parce que très simplement, la productivité, c'est la compétitivité. Et donc, on est obligé, en tant qu'agence de marketing digital chez Yuri, de se mobiliser sur le sujet. C'est ce qu'on a fait sur les 12 derniers. Et en fait, quand même, dans les entreprises en ce moment, on entend, ou dans la presse, j'ai peur que l'IA me remplace. Quoi les attentes des collaborateurs aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on peut leur amener? En tout cas, c'est quoi ta vision sur le sujet? Ouais, c'est toujours intéressant, parce que en fait, bah, toujours le BCG, a sorti un survey, un sondage, une étude mondiale, là-dessus, où le lien est disponible et c'est public, hein, où il y a un certain nombre de chiffres qui ressortent. Les chiffres qui sont intéressants, je vais me concentrer non pas sur les 36 de personnes, qui ont peur de perdre leur job à cause de l'IA, parce qu'il y a toujours une résistance au changement et puis, dès qu'il y a une nouvelle innovation, il y a toujours différentes réactions par rapport à ça. Mais en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant pour le coup, c'est qu'il y a plus de 80 des salariés en entreprise qui attendent un accompagnement là-dessus, qui attendent une formation et qui attendent qu'on leur explique comment prendre à bras le corps le sujet. Donc c'est exactement le sujet d'aujourd'hui et de ce qu'on a fait chez Yuri and Neil, et c'est l'histoire un petit peu qu'on va vous raconter. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus qu'en 45 minutes, et on vous le redira aussi, mais vous pouvez toujours nous contacter pour vos enjeux juridiques et vos enjeux métiers, quels qu'ils soient. Donc n'hésitez pas, parce qu'en 45 minutes, c'est toujours quand même un gros challenge d'essayer d'avoir une vision holistique sur une thématique aussi large. Du coup, si on rentre dans le cœur du sujet, on va rentrer sur la première partie, en l'occurrence la courbe d'apprentissage chez Yuri de l'IA générative. Donc là, c'est simplement un slide pour rappeler que c'est un marché qui est quand même assez naissant. En anglais, on dit fast moving market. On se rappelle qu'à l'été 2022, Midjourney est apparu en grand public, on a tous fait des tests là-dessus. PT a été sorti grand public fin
d'année 2022. On faisait des tests à titre perso et on trouvait ça sympa pour nos dîners mondains. En revanche, lorsque Microsoft est rentré dans la boucle en rachetant OpenAI, en intégrant GPT à Bing, là, nous, en tant qu'agence de marketing digital, on a considéré que c'était vraiment très, très sérieux. Donc, on s'est penché sur toutes les IA génératives du marché, on a fait des tests comparatifs, test and learn, et puis on s'est concentré sur celles qui répondaient le plus ou qui étaient les plus avancées. Ici, sur la courbe, on voit les évolutions, notamment de Google, en comparé, qui a relancé Bard, qui est sa propre IA aux États-Unis, puis en Europe. Google a annoncé que les contenus générés à base d'IA ne seraient pas pénalisés. Donc ça, c'est assez intéressant, et puis on en reparlera, parce que les politiques, en l'occurrence de Google sur son algorithme, peuvent être amenées à changer. Quand on a un positionnement là-dessus qui est très spécifique, et on en reparlera tout à l'heure. Puis surtout, il y a eu une très grosse mise à jour la semaine dernière qui s'appelle GPT-4 Turbo, où en réalité, les features qui sont proposées aujourd'hui sont vraiment, on va dire, à minima intéressantes, on pourrait dire impressionnantes. C'est un des sujets qu'on va aborder. Juste, même s'il y Ouais. a tous les niveaux aujourd'hui, on imagine aussi qui assistent à ce webinaire, donc des gens qui sont très initiés, des gens pas du tout, et voilà, c'est parfois difficile de parler à des personnes qui ont des connaissances différentes. IA générative, pour rappel, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est capable de créer des nouveaux contenus. C'est lié au contenu et aux idées. Et aussi, j'essaye d'amener un lexique dans le jargon. On parle aussi de LLM, de Large Language Model, qui fait référence à des modèles tels que GPT-4, dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Le sujet là-dessus, puisque tu parles d'IA générative et de contenu, lorsqu'on parle de contenu, on parle de contenu texte, photo et vidéo. Pourquoi est-ce qu'on est rentré par l'angle du contenu, en l'occurrence Content Factory? Très simplement parce que ce sont les premiers usages qui sont apparus avec l'IA. Ce qu'on a sous les yeux, c'est un mind mapping light, léger de nos process et workflow dans le cadre d'une Content Factory. Une Content Factory, c'est tout ce qu'on met en place pour être en mesure de produire des contenus, texte, photo, vidéo, pour nos clients, en français, en anglais, espagnol, langue étrangère, qui soient optimisés en marketing digital pour être visibles sur Google et sur les réseaux sociaux. Donc on a une approche spécifique qui nous appartient, où on va partir de la stratégie de contenu que l'on va définir, puis rentrer dans la production de contenu, la distribution, l'amplification, etc. Le sujet là-dessus, si vous voulez, c'est qu'on est parti sur un test and learn systématique sur les 12 derniers mois de ce que l'on peut faire avec l'IA générative à chaque étape du process. On a testé différentes IA, on s'est concentré sur GPT et sur GPT-4. Pour être très clair et très transparent, on aurait préféré pouvoir travailler avec Bard, qui est l'IA de Google, parce que notre job en tant qu'agence de marketing digital, c'est de faire en sorte que nos clients soient visibles sur Google et sur les réseaux sociaux. Simplement, factuellement, aujourd'hui, l'IA la plus avancée, c'est GPT. Donc c'est pour ça qu'on va faire un focus sur GPT et qu'on va pas vous parler de toutes les IA du marché aujourd'hui. Il y a un code couleur ici sur le mind mapping, c'est quand c'est en orange, très simplement, c'est un endroit où on utilise l'IA générative. Tu voulais dire quelque chose, Delphine? Je voulais juste repréciser quand c'est marqué courbe d'apprentissage Yuri and Neil, la question c'est pourquoi nous on est parti de notre courbe d'apprentissage pour parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Ah, c'est une bonne question, je te la remercie de la poser, mais plus sérieusement, en fait, c'est un bon point, hein. C'est qu'en tant qu'agence de marketing digital, on fait du conseil opérationnel en marketing digital pour nos clients. Donc on met les mains dans le cambouis, on teste les outils, on a les mains dans les outils, on est en mesure de proposer des conseils par rapport à la réalité opérationnelle du terrain. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas du conseil en stratégie où on va faire une strat sur des slides et puis on n'a pas d'engagement sur une obligation de moyens ou de résultats derrière. Nous, on fait tout sur toute la chaîne. Donc courbe d'expérience, parce que 80 de ce qu'on apprend dans la vie repose sur les erreurs que l'on fait, et c'est du test and learn. Et entre ce qu'on nous dit en plaquette marketing commercial et la réalité de l'opérationnalité des outils, aujourd'hui, on a un retour d'expérience pour être en mesure de dire ce qui marche pas. Et puis surtout, en fait, on s'est rendu compte que en travaillant tous les use cases qu'on peut et qu'on va vous détailler, on a été confronté à un certain nombre d'enjeux, dont des enjeux juridiques qui ont intéressé tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à Betty, et on va en parler tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien répondu? Et puis aussi, en si peu de temps, oui, tu as répondu, en si peu de temps, en 18 mois, on voit beaucoup sur le marché tellement de gens qui se disent experts de l'IA, et en fait, quand même, c'est dur de se dire expert de l'IA en 18 mois. C'est aussi important d'avoir un retour d'expérience pour pouvoir le transmettre de façon assez holistique aussi, et c'est le but aujourd'hui. Du coup, à quoi ça ressemble?
À quoi ça ressemble? À quoi ça nous amène? Eh bien, écoutez, en fait, ici, on a listé un certain nombre de use cases que l'on a déjà développés, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Alors, la liste n'est pas exhaustive, évidemment. Ça, c'est un petit peu on va rentrer sur la partie démo, rapidement, mais globalement, la capacité à faire de nouvelles choses qu'on faisait pas forcément avant, ou alors on les faisait à la main. Automatiser, avec de l'IA générative, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi 2 aspects, c'est en termes de productivité, c'est gagner du temps et aller plus loin dans les rendus et la capacité à faire plus de choses qu'on ne faisait pas précédemment. D'ailleurs, si on revient sur la notion du test qui a été fait par le BCG, parle de 40% de productivité supplémentaire en termes qualitatifs. C'est-à-dire que les rendus sont 40% plus qualitatifs que précédemment, ce qui permet d'aller sur un niveau d'analyse qui est plus important et plus intéressant. Donc là, ce sont un certain nombre d'exemples de use cases sur lesquels on a travaillé, évidemment. On a fait une bibliothèque de use case, on va en reparler. Et puis surtout, on avait une façon de prompter GPT où on a travaillé le prompting, la capacité à briefer de façon détaillée, expert l'outil, pour avoir un résultat performant. Ça, c'était avant la mise à jour de la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu une mise à jour qui s'appelle GPT-4 Turbo, qui permet de créer et de développer ses propres GPT personnalisés par expertise et use case métier. Et c'est ce qu'on va vous montrer aussi aujourd'hui. Donc je vais rentrer sur la partie démo simplement et rapidement. Pendant que tu vas faire la démo, juste dire que c'est non exhaustif ce qu'on montre en termes de bibliothèque et qu'on l'alimente au quotidien et que c'est important qu'on l'alimente avec toutes les équipes. Et que aussi, ce qu'on a appris vraiment, c'est que il faut toujours réfléchir à un besoin concret avant de se lancer. Il ne faut pas trop en demander, on va le voir là dans la démo. Alors, on va faire une démo qui est relativement simple et grand public pour qu'elle puisse parler à tout le monde. On pourrait faire des démos très expertes et très ciblées, mais si on faisait une démo pour des experts SEO ou paid, ça parlerait qu'à une partie de l'audience. Donc, on est en mesure de faire des démos sur tous les sujets. Là, on a choisi de faire une démo spécifique qui parle à tout le monde. Après, en même temps que tu le sur la version simple, on va dire simplifiée, le fait de prompter, qui est le terme associé, ça marche quand même toujours par itération. Il y a beaucoup de, c'est aussi notre apprentissage, c'est qu'il ne faut pas en attendre trop tout de suite en se disant qu'il va fournir exactement ce qu'on veut. C'est parce Ouais. qu'on va passer étape par étape qu'on va obtenir vraiment notre besoin. C'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que là, j'ai développé un bot spécialisé là-dessus. Alors, je vais renouveler la même opération. Donc là, en fait, je vais uploader le cahier des charges. OK. Je vais lui demander d'analyser le document. Je vais recommencer parce que je sais qu'il va bugger à cet endroit-là. Donc là, je lui pose la question: «Analyse ce document pour moi». Je mets le document à disposition. Et là, en fait, la grosse différence entre le chat simple et le chat paramétré, c'est que les actions sont préconfigurées à l'avance, ici. Donc là, il est en train d'analyser le document de façon synthétique, c'est ce qu'il aurait dû faire sur la démo précédente, en fait. Donc là, on voit la vitesse de traitement. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je vais poser une question simple, il me fait une réponse simple, hein, c'est pour les besoins de la démo. Plus le brief est précis, plus la réponse sera précise. Encore une fois, c'est un outil, tout dépend de comment on l'utilise. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est la vitesse de traitement, bien sûr, et c'est surtout que j'ai paramétré les actions ici à l'avance. Donc ça veut dire que sur un cas d'utilisation qui est standard et qui revient souvent, on peut paramétrer les actions. Dans les actions paramétrées, là, il m'a fait l'analyse du cahier des charges et j'ai paramétré le fait qu'à la fin, il me demande si cette analyse synthétique me convient et si elle me convient, est-ce que il me propose un plan détaillé de réponse à l'appel d'offres. Je vous rappelle, j'ai uploadé le document et là, si je réponds oui, bah, très simplement, il va me proposer un plan détaillé de réponse à l'appel d'offres. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, ici, je suis en mode admin. Donc, ça veut dire que j'ai la capacité à paramétrer les actions sur un cas d'utilisation en particulier et ensuite à partager ce bot en mode utilisateur uniquement avec mes équipes et ou, parce que c'est l'ambition d'OpenAI, de la mettre à disposition pour le vendre sur l'App Store, on va appeler ça comme ça, de GPT, en mode public. Donc après sur le rendu, ce que disait effectivement Delphine, c'est que donc là, on va reprendre, il me fait un plan détaillé, je suis désolé, il me fait un plan détaillé, présentation d'entreprise, stratégie de communication digitale, etc., etc., etc. Donc là, on va rentrer dans l'analyse du plan qu'il nous propose. Et encore une fois, on va travailler par itération. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire le brief ultime en entrée, c'est de faire un brief et d'affiner au fur et à mesure. Donc typiquement, juste pour la démo et pour le fun, je vais lui demander de reformuler en plus
synthétique et en intégrant une partie RSE. Pourquoi? Parce que on sait que c'est un appel d'offres pour la ville de Lyon et que la ville de Lyon est particulièrement sensible à ces sujets-là. Donc là, il me retravaille le plan de façon plus synthétique et il va intégrer cette notion de RSE. C'est ça le fait de travailler en itération, en fait. Encore une fois, vous voyez la vitesse de traitement lorsque la bande passante est bonne et que les conditions sont bonnes, c'est quand même, intéressant. Bah, la question, c'est aussi l'intérêt des instructions que tu as mises en avant, c'est aussi vraiment, et on va en parler après avec Betty, mais c'est toute ta propre encyclopédie et toutes tes propres ressources que tu as intégrées pour aussi lui montrer quels sont les éléments, quels sont par exemple nos tarifs, quelles sont Pour nos personnaliser, meilleures en fait. réponses pour personnaliser totalement Mmh. aussi notre Absolument. Parce qu'il propre y a GPT. d'une part la base d'apprentissage, de ChatGPT, mais en plus tu peux personnaliser en ajoutant toutes tes données, Tout à fait, c'est en tout le sujet. partie. C'est-à-dire que là, ce que l'on voit, c'est qu'on a la capacité à uploader des documents pour nourrir le GPT personnalisé que l'on a créé. Si nous, chez Yuri, on a une charte de réponse aux appels d'offres où on dit qu'on doit répondre d'une certaine façon et ou qu'on veut nourrir, comme le disait Delphine, la base de données avec les appels d'offres que l'on a gagnés parce que ce sont nos meilleures réponses, on a la capacité de nourrir, l'outil, avec ça pour que, GPT en prenne compte et nous fasse des réponses personnalisées par rapport à ça. Plus le fait que dans les actions, on peut lui demander d'aller, chercher l'information sur le web, on peut lui demander la génération d'images et de l'analyse de données pour faire de la data visualisation ou ce genre de choses. C'est ça le Et principe en trois, fait, de GPT-4 Turbo. Oui? et trois possibilités de partage, soit on se le garde pour soi, soit on le partage avec un lien, soit on rend public le GPT. J'aurais Exactement. tendance à dire qu'il faut éviter de rendre public le GPT, mais ça c'est le Je me doutais, juriste qui Betty. parle. Donc, on a développé un certain nombre de plus en plus, enfin, on a une bibliothèque de GPT personnalisée et sur les expertises métiers, c'est le sujet qu'on va voir. Donc, on va revenir sur la présentation pour aborder les autres sujets. En fin de présentation, s'il nous reste du temps qui ça vous intéresse, on pourra faire d'autres démos. Donc, on essaie sur le sujet de la courbe d'apprentissage. C'est un petit peu ce qu'on a vu en termes de démo. Ce qu'on a appris, c'est qu'il est particulièrement important de définir un cadre responsable d'utilisation de l'IA générative parce que on s'est rendu compte que on a été confronté à un certain nombre de sujets. Et en étant confronté à ces sujets-là, on s'est posé des questions. Question de, droit de propriété intellectuelle. Les contenus qui sont produits appartiennent à qui? Est-ce que je peux vendre ces contenus? Est-ce que quand je crée un visuel, j'ai le droit de propriété là-dessus? Est-ce que je peux modifier un visuel existant que je vais chercher sur le web? Est-ce que? Donc tout ça nous a amené à un certain nombre de constats empiriques qui sont de pas faire de promesses excessives sur les livrables. C'est-à-dire que, il y a un sujet, c'est que objectivement, en tout cas jusqu'à présent, il faut toujours vérifier quand même le livrable de l'IA générative parce que c'est un outil et que, il arrive que l'expression consacrée, on parle d'hallucination, c'est un modèle mathématique de création de contenu qui comprend pas ce qu'il rédige. Il le rédige tellement bien que c'est mathématique et statistique. Pour autant, il rédige tellement bien qu'il peut inventer des choses, en fait. Et que si vous ne faites pas attention au rendu et si vous ne vérifiez pas le rendu, vous pouvez, présenter quelque chose qui n'existe pas. Il y a une notion de pattern dans la création des contenus qui fait qu'il y a une sorte de watermark invisible sur la création des contenus. Traduction, si on produit du contenu à vocation, SEO pour être visible sur Google avec GPT, sachez que Google le voit. Aujourd'hui, Google a dit qu'il ne pénalisait pas ces contenus-là. Nous, en tant qu'agence de marketing digital, on a une posture particulière là-dessus qui est que on ne produit pas de contenu SEO friendly à destination de nos clients avec de l'IA générative parce que si la politique de Google change dans 6 mois, on veut pas que nos clients soient pénalisés dans 6 mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir sur la notion de charte. Bah, j'allais poser la question, la pratique sur est-ce qu'il y a des conséquences pratiques sur ce que tu racontes sur enfin, pratiques et réelles, hein, sur les hallucinations et sur le dernier point, en tout cas, que tu allais aborder sur les données confidentielles et le copyright. Oui, oui, alors on commence à anticiper, hein, les conséquences, pratiques pour la bonne et simple, raison et ça je pense que vous en avez tous entendu parler. Merci pour l'affichage. Ça fait déjà, presque 6 mois, hein, qu'il y a une grève, par exemple aux États-Unis, des acteurs et des scénaristes et parmi leurs, revendications et là on est vraiment dans le concret, c'est ils souhaitent qu'en fait que soit utilisé un usage raisonnable de l'intelligence artificielle pour éviter que des scripts
soit générés par l'IA pour éviter le clonage de la voix et des images des acteurs. Donc là, on est vraiment dans le concret, dans une des conséquences de l'utilisation en masse des IA génératives. Il y a un autre exemple, on commence à le prendre en considération en tout cas, c'est la démultiplication des procédures judiciaires aux États-Unis. Il y a notamment la société Getty Images qui a engagé 2 procédures judiciaires. Donc Getty Images, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est une banque d'images. Et elle a engagé une procédure judiciaire contre une société, Stable AI, qui aurait, en tout cas, réutilisé plus de 10 millions d'images issues de sa banque de données, sans son accord, bien évidemment, et puis surtout sans rémunération. Et puis, j'ai vu une actualité que Scarlett Johansson avait également engagé, elle aussi, une action en justice contre une entreprise qui propose un service d'IA. Et à travers ce service d'IA, en fait, ils ont capté son timbre de voix et ils ont réutilisé ce timbre de voix à des fins commerciales et publicitaires. Et là encore, sans son consentement et sans rémunération. Donc, on commence à rentrer vraiment dans des choses très concrètes avec une incidence à la fois métier, mais également judiciaire et juridique. On va passer à la partie juridique. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en entreprise et qu'on a envie d'utiliser l'IA et qu'on est confronté à ces enjeux juridiques? Qu'est-ce que tu recommandes et quelles sont un peu les étapes qu'on peut mettre en place? Ce que je recommande, c'est en fait la même chose qu'on a pu recommander à Yuri et Neil, qui ont très vite compris, bien évidemment, les bénéfices de l'utilisation d'une IA générative au quotidien, au sein de leur entreprise, mais ils ont également, très vite appréhendé les limites et parmi ces limites, c'est des limites à la fois, métiers et des limites, juridiques. Et donc lorsqu'on a discuté il y a déjà, quelques mois avec Yuri et Neil sur, comment encadrer l'utilisation de l'IA générative au sein de la société, une de nos premières idées, et c'est une idée qui est relativement simple, c'était, si vous voulez, de rédiger et d'élaborer ensemble une charte d'utilisation d'IA. Un petit peu comme, une charte informatique, si vous voulez. Je pense qu'il y a un grand nombre d'entreprises et notamment parmi les participants qui ont déjà tous rédigé une charte informatique. Là, le focus, c'est on va avoir un usage responsable de l'IA, donc on rédige un document qui va être le fruit d'une collaboration. Pour rédiger ce document, avec Yuri et Neil, on a démarré par l'identification des métiers et des expertises. Donc, on vous a fait une matrice là pour vous expliquer un petit peu le raisonnement. On a d'abord identifié les métiers ou les expertises qui pouvaient être concernés ou qui pouvaient avoir un intérêt dans l'utilisation de l'IA générative. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Alors, c'est pas forcément les exemples ou en tout cas les cas de figure qui ont été adoptés par Yuri et Neil. Si je vous donne un exemple qui me paraît évident, c'est le cas des services marketing ou communication. On va définir des cas d'usage, et ça c'est vraiment une priorité. Dans quelle mesure le service marketing ou commercial peut être amené à utiliser l'IA? Bien évidemment, dans le cas de la création de contenu, de texte ou de visuel. Dès lors, dans la mesure où aujourd'hui on n'a pas une idée précise sur le contenu de la base d'apprentissage de ChatGPT, on ne sait pas au final si ces contenus, certains d'entre eux en tout cas, peuvent être protégés par le droit d'auteur. Donc du coup, l'enjeu pour une entreprise qui utilise une charte, qui utilise en tout cas une IA générative, ça va être peut-être d'être confronté à la problématique de la contrefaçon et du droit d'auteur. Et ça, c'est un enjeu, et Vincent l'a déjà expliqué, qui doit être pris en considération. Donc, vous avez une matrice qu'on a essayé de définir et nous, on vous recommande de définir cette matrice avec, du coup, la définition des expertises, la définition des cas d'usage. Les cas d'usage étant différents selon les entreprises, il faut bien évidemment travailler sur une charte adaptée. En fait, le sujet, c'est que, les cas d'usage sont spécifiques à chaque métier, à chaque Tout à secteur fait. d'activité et à chaque entreprise. C'est la raison pour laquelle, pour se border en termes juridiques d'utilisation de l'IA générative, il faut définir, une charte, des bons usages de l'IA dans son entreprise et c'est ce qu'on a fait à iBetty en Mmh. identifiant de façon empirique sur nos cas d'usage, les sujets auxquels on était confrontés qui sont, la privacy, la confidentialité des données, le droit de propriété intellectuelle.
Tout ça pour répondre, comme tu le disais, Betty, sur les problématiques de réglementation entre Donc l'existant et ce qui vient. étape 1, la matrice. Étape 2, après, la L'étape charte. 2, la matrice, c'est bien, mais en fait, pour un bon encadrement, il faut bien évidemment prendre en considération la réglementation. Alors, l'IA, en tout cas l'intelligence artificielle peut paraître quelque chose de nouveau, mais en réalité, là où les entreprises peuvent être rassurées, c'est que déjà, les réglementations existantes permettent d'encadrer l'utilisation au sein de leur entreprise de l'IA générative. Hein, vous avez, et Vincent l'a déjà dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, notamment en France, il existe une réglementation qui vise à protéger les créations. C'est le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Vous avez également, et ça je pense que vous en avez tous entendu parler, une réglementation qui vise à protéger les données personnelles. Donc, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'hypothèse suivante qui est que vous allez intégrer dans ChatGPT, par exemple, des données personnelles, des bases de données clients. Là, il y a des précautions à prendre pour la bonne et simple raison qu'il existe une réglementation. Pareil, en matière de confidentialité. Donc, ChatGPT vous offre effectivement de grandes possibilités. Parmi ces possibilités, vous allez pouvoir avoir envie d'intégrer des données de votre entreprise à l'intérieur de cet outil afin de générer du texte ou des images. Mais il peut avoir un enjeu de confidentialité et là derrière, il y a une réglementation, par exemple la réglementation sur le secret des affaires. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que lorsque vous allez élaborer cette charte d'utilisation qui, pour moi, aujourd'hui, est clairement un document incontournable au sein de votre entreprise, eh bien, il faut pouvoir encadrer ça et prendre en considération les réglementations existantes. Mais pas que. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a des travaux qui sont menés au sein de l'Union européenne visant à adopter une réglementation. Et dans mes propos introductifs tout à l'heure, quand je me suis présentée, je disais que je parlais d'arrivée imminente. Et c'est une réalité puisque le texte est attendu pour fin janvier 2024. Donc en fait, c'est demain. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, Betty, Mmh. juste pour bien expliquer que, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, on pourrait se dire, du coup, s'il y a une réglementation qui va arriver, il est urgent d'attendre. Ah En non. fait, il est urgent de pas attendre du tout Mmh. pour plusieurs raisons. Ce que dit Betty, c'est qu'il y a déjà des réglementations existantes, évidemment, mais c'est surtout que de façon empirique, nous, ce que l'on a constaté, c'est que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, dans votre entreprise, il y a déjà des gens qui utilisent l'IA générative, au bureau ou à la maison, en télétravail avec un ordinateur de bureau et qui potentiellement, par rapport au cadre juridique existant, peuvent vous mettre à risque dans l'utilisation qu'ils font des usages qu'ils ont. De l'importance de traiter ce sujet le plus rapidement possible pour mettre en place cette charte et des bons usages de l'IA en tenant compte de vos cas d'utilisation spécifiques, sectoriels, entreprises, des réglementations existantes et de la mise à jour de cette charte par rapport aux réglementations qui arrivent. J'ai bon, Betty? Tout bon. Super. Impec. Et juste pour terminer sur la réglementation, parce que c'est une question qui revient en fait, systématiquement. C'est une réglementation européenne, certes, mais tout comme le RGPD, en fait, elle a un champ d'application territorial assez intéressant, à savoir que cette réglementation, elle va pas seulement s'appliquer aux entreprises qui sont sur le sol européen, mais elle va également s'appliquer aux entreprises étrangères, exemple aux entreprises américaines, qui vont en fait commercialiser des solutions d'IA générative à destination d'entreprises ou de particuliers européens. Donc ça, c'est un point d'attention qui est pas négligeable. Alors maintenant qu'on Très vous a bien. parlé de cette matrice, qu'on vous a parlé de la réglementation qu'il faut prendre en compte pour la rédaction, bien évidemment, et c'est ce que je vous expliquais dans mes propos introductifs, c'est que nous avons passé un petit peu de temps avec Yuri Henning sur l'élaboration de cette charte et indépendamment de la charte d'utilisation d'IA, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a déjà un grand nombre d'entreprises qui ont également pris le parti, non pas seulement de rédiger des chartes internes à destination des collaborateurs, mais également de rédiger, si vous voulez, des chartes plutôt externes à destination de leurs clients, à destination de leurs lecteurs, à destination du public, afin de faire preuve de transparence et d'expliquer en fait dans quelle mesure
en interne, ils étaient amenés à utiliser de l'IA générative. Et là, on vous a donné un exemple de la société Orange, mais vous avez Capgemini, vous avez Pôle emploi, vous avez un grand nombre d'entreprises, mais également le groupe Les Échos, qui communiquent de plus en plus sur ce sujet. Donc, c'est donc un sujet à prendre à bras le corps. Donc Absolument. ça fait partie des bonnes pratiques, la charte, Mhm. et on va voir aussi d'autres bonnes pratiques, en tout cas que nous on a intégrées, Vincent, et je pense que c'est la slide d'après. Tout à fait. Donc ça fait le lien avec la troisième partie qui est ce qu'on appelle nous l'upskilling. L'upskilling, c'est la capacité à faire monter des gens en compétences, mais pas en one shot. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est de la formation continue. Pour rebondir sur ce que vient de dire Betty, donc oui, on a travaillé à la mise en place de cette charte en interne sur la base des use cases auxquels on a été confronté, pour que ce soit spécifique à Yuri, à notre secteur d'activité, à destination de tous les salariés, tous les employés chez Yuri. Et en parallèle de ça, on a une sorte de manifesto qui correspond à un positionnement, ce dont on parlait Betty, où chez Yuri, notre positionnement est la politique du risque zéro, c'est-à-dire d'être transparent sur tous les usages avec nos clients, de ne pas utiliser de données confidentielles dans les outils, de ne pas rentrer sur des problématiques de privacy ou copyright. On y viendra de façon plus détaillée après. Et puis, ce que je vous disais, c'est on ne fait pas de production de contenu qui est généré par l'IA parce que aujourd'hui, Google a dit qu'il ne pénalisait pas. Si Google change d'avis dans 6 mois parce qu'il veut pousser Bard et pas GPT, eh ben, on ne veut pas que nos clients soient impactés. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va jusqu'à la production de plans d'articles Le et plan, ouais. après, on va faire rédiger par des humains. Le message principal là-dedans, ce qu'il faut bien retenir dans les bonnes pratiques, c'est que ce sont des outils de productivité. Mais la valeur ajoutée reste dans l'expertise. Il y a une expression consacrée en data qui est la suivante, qui dit garbage in, garbage out. Traduction. Si vous briefez mal d'outils, vous aurez un résultat moyen. Pour être capable de se servir de façon exponentielle de ce type d'outils, bah, il faut avoir une expertise métier sur un métier en particulier. C'est-à-dire qu'il faut savoir quoi lui demander, il faut être capable de challenger l'outil pour travailler en itération là-dessus, pour aller plus loin dans les résultats. Donc le stress de l'outil va me remplacer. Il n'y a pas de remplacement si vous apprenez à vous servir des outils et si vous restez expert dans votre domaine. Ça, c'est dans les bonnes pratiques et dans ce qu'on a appris. Après, les gros challenges que l'on a chez Yuri Hill, qui concernent finalement tout le monde, toutes les entreprises, tout le marché, tous les secteurs d'activité, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir quelques experts qui arrivent à se servir des outils correctement dans une entreprise. Le sujet, c'est un sujet de productivité globale pour l'entreprise. La productivité, c'est de la compétitivité. Donc, le vrai challenge auquel on est confronté en termes d'organisation, c'est de diffuser ces gains de productivité au sein de l'organisation pour faire en sorte d'upskiller, de faire monter en puissance et en compétence toutes les équipes. Rappelez-vous le test du BCG, il y a une équipe qui n'utilise pas et l'autre qui utilise avec 40% de gains de productivité. Maintenant, il faut faire en sorte que tout le monde l'utilise pour pas créer une fracture dans l'entreprise et pour que tout le monde soit up to date. C'est ça le sujet dans l'upskilling. Comment on a fait ça? Comment on fait ça d'ailleurs, puisqu'on est en train de diffuser tout ça en interne, Ouais, avec la le diffusion de déploiement. le déploiement, c'est le déploiement. Comment donc on diffuse la charte IA en interne. On met en place au sein de chaque expertise métier, parce que chez Yuri, pour l'instant, on a choisi de se consacrer sur les métiers en termes d'expertise dans l'utilisation de l'IA générative, pour rebondir sur ce que disait Betty tout à l'heure. Donc, on a mis en place des AI champs au sein de chaque équipe, de chaque squad, qui soient référents pour agréger l'ensemble des use cases et convertir ça sous forme de GPT personnalisé, comme on a pu le voir tout à l'heure, et puis de valider avec les experts métiers les scénarios, les scénarios et de s'assurer que les rendus sont bons par rapport à l'expertise métier avec un mode admin et un mode utilisateur. L'idée pour nous, c'est d'embarquer toute la société, tous les employés du Royan Hill le plus vite possible dans l'usage de l'IA générative, de créer une courbe d'expérience sur l'ensemble des équipes qui soit la plus forte possible pour apprendre vite et délivrer le plus vite possible. Donc, on met en place des AI champs au sein de chaque expertise. On crée non plus une bibliothèque partagée de use cases, puisque ça, c'est ce qu'on faisait avant la mise à jour de la semaine dernière. Maintenant que GPT-4 Turbo est sorti et répond finalement à la problématique d'industrialisation, en anglais on dit scalabilité, mais c'est comment je diffuse ces gains de productivité dans l'organisation. Vous avez vu avec la démo sur le GPT que moi, en mode admin expert métier, je crée un scénario plus ou moins complexe que je vais mettre à disposition en mode utilisateur à des équipes, à des clients. Et enfin, on met en place, et ça c'est la force de Yuri et l'expertise de Delphine, un programme de formation. Programme de formation, là en l'occurrence, on vous présente le programme de formation interne pour les collaborateurs de Yuri.
Vous vous doutez bien qu'on a le pendant pour nos clients et nos prospects. En l'occurrence, on diffuse la charte en interne. On organise un point régulier de contact. Nous, on fait un lunch and learn tous les mardis, entre midi et 2, où il y a un expert métier qui va me présenter un use case à base d'IA. Si ça vous intéresse, venez nous voir, on sera ravis d'échanger là-dessus. On fait des points de formation réguliers qui sont plutôt mensuels et trimestriels, mais mensuels aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et pour info, et pour le fun, et parce que c'est intéressant pour embarquer tout le monde, on lance un hackathon sur un brief client ou prospect, où on va scinder la boîte en 8 équipes qui vont travailler sur ce brief-là, et on va laisser une autonomie complète à toutes les équipes pour répondre comme elles veulent. Il y en a qui vont utiliser l'IA, il y en a qui l'utiliseront pas. Et puis ça fait partie de la courbe de test and learn et d'embarquement des équipes sur le sujet. L'histoire aussi, c'est qu'on veut que ce soit démocratisé et c'est pour ça qu'on l'officialise aussi autant. Il y a une question et je l'ai vu passer. Est-ce qu'on équipe les collaborateurs d'un abonnement à 20 €? Pas tous encore, mais on réfléchit. En tout cas, dans tous les services, oui. En tout cas, les services qui On ont été définis ou identifiés dans la charte, lorsqu'on a élaboré, et qu'on a déterminé les experts. Je pense que et c'est là que ça fait du sens. exactement. Et en fait, on est aussi transparent avec les collaborateurs sur le fait qu'on les encourage à utiliser ChatGPT dans des cadres définis. Parce que sinon, dans mon entourage, moi, j'ai l'impression, et on en parlait avec Vincent, on a des gens qui nous disent non, mais moi, je l'utilise, mais pas trop, et pas dans mon entreprise parce que c'est vraiment de la triche. Et donc, il y a aussi plein de défiance et il y a plein de freins qui sont liés quand même à des points qui sont parfois éthiques. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes arguments qu'au début du web dans les années 90. Ouais, C'est dangereux, c'est ouais, tricher. ouais, ouais. Qui nous amène à la conclusion, et je vais rebondir sur ta question et y répondre. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est la conclusion du survey du BCG qui correspond exactement à ce qu'on vient de vous dire, qui est en l'occurrence mettre en place des espaces d'expérimentation pour tout le monde, parce que tout le monde doit y toucher et a envie d'y toucher. Mettre en place ce qu'on appelle le regular upskilling, c'est de la formation, mais pas one shot, c'est de la formation continue, parce que c'est un domaine qui évolue très vite, donc une formation à un temps T, elle sera obsolète 3 mois après. Et puis de mettre en place en priorité un programme responsable qui passe par la formation des managers, la mise en place d'une charte IA pour définir le cadre d'utilisation dans l'entreprise, et c'est ça les 3 piliers du truc. Pour répondre à ta question, Delphine, Oui, qui est est-ce que je suis une tricheuse quand même ou pas si j'utilise ChatGPT? alors il y a plein de façons différentes de répondre à ça. C'est-à-dire la première question, c'est pour ceux qui ont des enfants, vous allez poser la question à vos enfants pour savoir qui à l'école utilise GPT. Parce que parmi les adultes, il y a des gens qui vont dire: «Oh non, moi j'y vais pas, non je sais pas» et tout et cetera. Vous posez la question à des enfants à partir de 10 ans, vous seriez surpris des réponses. Donc, est-ce que je triche ou pas? Je vais vous répondre différemment. Rappelez-vous, en introduction, le BCG a fait un test comparé entre 2 groupes. Un groupe qui utilise, un groupe qui n'utilise pas. Il y a un groupe qui a 40% de productivité en plus. La question, c'est dans quelle équipe vous avez envie de jouer. C'est pas je triche ou je triche pas, hein. C'est toujours pareil sur la courbe de Gartner sur les adoptions de l'innovation. Il y a toujours de la résistance au changement et puis il y a des gens qui vont s'adapter. La Non, puis question, c'est pas de si je tricher. peux rebondir, Vincent, c'est de toute façon, il faut voir ça aussi comme un outil. C'est pas pour autant que derrière, il y a pas de créativité. D'ailleurs, on parle de promptologie, c'est un art de savoir prompter. Sinon, promptologie, bien, Tout à absolument. fait. C'est pas tricher, c'est juste une façon de travailler et il Non, faut voir l'IA générative c'est une nouvelle comme un façon de outil. travailler qui bouleverse les usages, les habitudes, qui interpelle, et c'est pour ça qu'il est important de définir un cadre. Mmh. Maintenant, encore une fois, c'est une innovation structurante et il est impossible de passer à côté aujourd'hui, dans le monde du travail. Pour mes mots, parce que c'est un webinaire qui est défini sur ce timing-là de 45 minutes, on arrive au bout des 45 minutes. On serait ravis de vous donner plus d'informations et de vous faire bénéficier de l'expérience, que l'on a aujourd'hui, à la fois sur vos enjeux juridiques et sur vos enjeux métiers, parce que le sujet est vraiment important. Si vous avez des questions auxquelles on peut répondre, n'hésitez pas à nous les poser aussi directement par mail. On sera ravis de vous répondre ou aussi par LinkedIn sur nos différents profils. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Merci et puis à bientôt, on À espère. très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.